Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez le podcast Les Afterwork de Lorena, le podcast qui vous accompagne en sortant du boulot. Lorena, c'est moi. Je pars à la rencontre de personnes engagées pour parler d'engagement. Et l'engagement sous toutes ses formes. Bonne écoute. Après les 10 premiers épisodes, ce podcast fait enfin peau neuve. Et qui dit nouvelle saison, dit nouveaux invités. Pour cet épisode de reprise, j'ai convié Anaïs Georgelin, fondatrice et CEO de So Many Ways, qui accompagne les entreprises dans leur transformation en formant une nouvelle génération de managers. Avec Anaïs, on a parlé de sens au travail, on s'est également posé la question, on s'est demandé est-ce que c'est pas juste un concept de bobo ou de privilégié. On a également questionné ce qu'on entendait par problème générationnel, mais aussi les carrières à la papa qui ne font plus rêver. Et évidemment, tout notre échange a été saupoudré par l'engagement. Cela veut dire quoi et quelles actions concrètes mettre en place. Anaïs a justement publié un livre aux éditions Erol qui s'intitule « 38 idées concrètes pour engager vos équipes, le rapport au travail évolue et vous ». Et elle nous en parle pendant ce Before Work, parce que oui, je dis bien Before Work, on a clairement réinventé le concept de l'after. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. Bonjour Anaïs. Bonjour Lorena. Tu vois, pour te présenter, j'ai envie de raconter comment on s'est rencontrés. Et on s'est rencontrés la première fois lors d'une conférence où tu parlais de sens de travail. Alors pas le sens comme une simple direction, mais vraiment comme ce fil invisible qui relie, qui engage, qui donne envie d'avancer. Et pour parler un peu de ton parcours, on peut dire qu'il s'agit d'un chemin où tu es sorti des sentiers battus. Je crois que tu le dis toi-même justement dans tes conférences quand tu racontes un peu ton parcours. Et tu as souhaité le tracer par toi-même pas à pas. Et ce chemin t'a mené à devenir chef d'entreprise, conférencière et autrice maintenant, tu vas pouvoir nous en parler. Et c'est pas un hasard si tu as choisi d'appeler ton entreprise So Many Ways, parce qu'il n'existe jamais une seule route, jamais un seul visage dans une entreprise, et jamais une seule manière d'accompagner les collaborateurs, notamment quand on parle d'engagement. Et pourtant, dans la complexité de ce monde, on peut le dire peut-être même ce bordel, il est facile de se perdre, et donc difficile de discerner la lumière qui éclaire la route. Avec ton livre, 38 idées concrètes pour engager vos équipes, le rapport au travail évolue et vous, aux éditions Erol, tu tends cette lanterne en posant cette question, le et vous. Et tu nous invites à regarder en face cette révolution du travail. Et qui dit révolution dit mouvement, un mouvement qui nous pousse à évoluer, à repenser nos manières de travailler, à choisir enfin le bon chemin. Car comme tu l'écris toi-même dans ton livre, il n'y a pas d'entreprise attractive et performante sans intention de redonner le sens au travail. Anaïs, merci beaucoup d'être là avec moi pour cet afterwork. Merci. Quelle intro, j'aurais dû te demander d'écrire le préface. Mais écoute, c'est pour la deuxième édition, tu peux me contacter. Hein. Alors, Anaïs, il y a toujours une question que je pose pour commencer. C'est un peu de nous raconter le lieu où on est. Il y a quand même un peu une petite histoire parce que c'est pas le premier lieu, mais il n'est pas plus mal quand même, non? Oui, pas mal. C'est plutôt, tu m'as proposé un after-work, mais quand tu es parent de jeunes enfants, les after-work deviennent une denrée rare. J'essaie de les privilégier pour les copains. Donc voilà, je t'ai proposé un petit déjeuner et il fallait trouver un café ouvert à 8h du matin. Et le choix 1 était en fait fermé. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas plus mal. Je pense que je vais le renommer un Before Work, voilà. en fait. Et ça va lancer quelque chose de nouveau. Ouais. Voilà. On est bien. Ouais, on est très très bien. C'est un bon plan B, là. Voilà. Aujourd'hui, tu es avec moi parce que tu as écrit ce livre, je parlais en introduction. Moi, j'ai bien fait mes devoirs et je l'ai lu, même si ce n'était pas un devoir, parce qu'il faisait partie de toute façon de ma pile de livres à lire. Et du coup, il y a souvent un indicateur que je regarde. Pour moi, personnellement, pas pour voir que c'est un bon livre, mais juste pour voir un livre qui me fait réfléchir. C'est le nombre de notes que je prends dans les marges et le nombre de commentaires et tout. Donc, quand je l'ai relu, et j'ai vu toutes les exclamations que j'ai mises, beaucoup d'exclamations. Par exemple, ah mais oui, ah mais complètement, plein de points d'exclamation. Et à quel point, en fait, j'étais complètement en phase avec tout ce que tu partages sur l'engagement. Et pour raconter un petit peu comment il est écrit avant de te donner la parole, pour vraiment parler de la jeunesse de ce livre, mais donc il est découpé en 2 parties. Il y a vraiment une première partie où tu nous invites donc, à changer de regard. Et c'est vraiment toi qui parles. Et ce que j'ai apprécié dans l'écriture, c'est que j'avais justement ce sentiment de te voir en conférence, comme quand tu nous racontais tout ça. Donc moi, j'ai adoré et tu arrives vraiment à nous embarquer. Et après, tu as cette deuxième partie très concrète, donc avec ces 38 idées
concrètes pour engager. Ou là, tu as 36 idées, mais avec 38 exemples complètement différents, 38 entreprises ou agences complètement différentes qui, qui nous donnent finalement des pistes de réflexion et concrètes. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu la jeunesse de ce livre? La genèse, c'est déjà l'écriture est mon moyen d'expression privilégié à la base, plus que l'oral, plus que la conférence. Mais c'est long d'écrire, ça prend beaucoup de temps. J'avais commencé en 2017. Je le raconte d'ailleurs dans le livre. J'avais sorti tout un tas de pages comme ça dans un flow. Et après, chef d'entreprise, avec tout ce que ça veut dire, je n'ai pas trouvé un espace pour faire ce livre. Et c'est Clio, qui est devenue mon associée dans l'entreprise, qui m'a dit « Anaïs, il faut vraiment que tu écrives. C'est important. » Donc elle m'a poussée et voilà, on a dégagé le temps qu'il fallait et je me suis lancée. On a trouvé l'éditeur assez facilement et voilà, une fois que tu as l'éditeur, que le contrat il est signé, il faut bien le sortir. Ouais, complètement. Et pour toi, c'était important que justement ça soit très pratique, très concret et de donner la parole finalement avec des exemples opérationnels en fait. Oui, complètement. Je suis à la fois une grande idéaliste et une grande pragmatique. Ça ne me semble pas antinomique finalement. Tu vois, tu peux avoir une vision de transformer le monde, quelque chose, souhaiter appeler de tes vœux quelque chose de très positif et différent pour le travail. Et en même temps, se dire il faut commencer petit pas par petit pas et les deux pieds dans le réel parce que sinon tu fais rien. Et ça a toujours été mon ADN. J'ai toujours été passionnée d'exemples en fait. Et maintenant, ça fait 10 ans que je m'intéresse à ces sujets. Donc, des gens, j'en ai rencontré, des exemples, j'en ai vu, que ce soit dans des grands groupes, dans des PME, et j'ai eu envie d'en raconter un certain nombre. Ok. Bon, c'est top. De toute façon, on pourra revenir un peu sur des idées concrètes pour donner envie aux auditeurs de le lire. Par contre, moi, j'ai une question. J'aime bien mettre les pieds dans le plat assez rapidement. Parce que quand on parle d'engagement, est-ce que, et qu'on parle de sens, parce que tu interviens aussi beaucoup sur cette question du sens, le rapport au travail et tout ça, est-ce que c'est pas un truc de bobo, un truc de privilégié? Je crois que tu le dis en fait toi-même, tu utilises en fait cette phrase-là, parce que, faut se le dire, il y a peut-être deux réalités quand même dans le monde avec les gens, des personnes qui n'ont pas le luxe en fait, de se poser la question du sens, mais qui ont besoin juste de travailler. Et donc quand on parle d'engagement, on parle de qui finalement? Alors, j'aime bien retourner un petit peu le sujet, en tout cas nous mettre face à nos propres limites qu'on a tous sur ce sujet-là. Et je trouve que c'est une bonne excuse de dire le sens, de toute façon, c'est un truc de bobo. Parce que ça permet à plein de dirigeants et à plein de gens de se dire que c'est pas mon sujet, c'est pas mon truc. Alors qu'en réalité, déjà, le sens, c'est ce qui fait notre humanité. On va pas se mentir, la différence que l'on peut avoir avec d'autres espèces, c'est ce besoin de récit, de se raconter des histoires. On n'est pas des êtres, et ça rejoint ton activité rationnelle, on est des êtres émotionnels. Et donc, même dans les pires moments de l'humanité, on a besoin de trouver du sens. Et s'il n'est pas évident, on s'invente pour avancer en fait. Donc le sens, ça concerne tout le monde. Si on le redéfinit pour ce que c'est, à savoir la cohérence entre mes besoins et ma réalité. Une fois qu'on s'est dit ça, on voit bien aussi le lien avec l'engagement. S'il y a une cohérence entre mes besoins et ma réalité, si je vais me sentir en phase avec mon travail, évidemment que ça va avoir un impact fort sur l'engagement. Et aussi sur la fidélisation. Et ce que j'aime bien dire, c'est que la différence, elle ne se fait pas dans le besoin de sens entre des populations de bobos et d'autres populations qui ne seraient pas des bobos. Elle va se faire dans le comportement qu'on va avoir si notre besoin de sens n'est pas comblé. D'un côté, si on a le choix, on fait partie de ces privilégiés qui se retrouvent du boulot très facilement, pour X ou Y raison, on va partir. On va quitter sa boîte si ça ne convient pas. Et de l'autre côté, si on n'a pas le choix, on va se désengager. La fameuse démission silencieuse dont on a parlé. Et ça se traduit notamment dans un certain nombre d'entreprises par des taux d'absentéisme qui sont bas. Et en fait, dans ton livre, il y a aussi quelque chose que tu dis que je trouve assez intéressant, c'est que tu dis que les carrières de papa ne font plus rêver. Et du coup, tu entends quoi par carrière de papa et pourquoi, en fait, ça ne fait plus rêver? Je fais référence à une certaine vision de la réussite qui a quand même été très dominante à la génération, en l'occurrence de mes parents. C'est pour ça que je parle des carrières à la papa. Qui est cette vision de réussir sa vie professionnelle, voire sa vie tout court, c'est gravir les échelons, avoir des jobs avec de plus en plus de responsabilités, et donc aussi une rémunération qui va avec.
Voilà. Et ce type d'ambition professionnelle continue d'exister, fort heureusement, parce qu'on a besoin vraiment dans les entreprises de gens qui ont ces ambitions-là et qui ont envie d'aller aux responsabilités quand il n'y en a plus. Et c'est un des enjeux du moment qui veulent devenir manager, c'est quand même un problème aussi. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a deux autres visions de la réussite, si on simplifie le truc, qui ont toujours existé, mais qui prennent de plus en plus de place. Être utile et profiter. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quelque part, il y a un peu les mêmes causes, mais qui créent deux conséquences ambivalentes, enfin opposées plutôt. Les causes, c'est quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, dans cet univers d'incertitude, de permacrise, je ne vais pas perdre ma vie à la gagner. Donc, je ne vais pas travailler comme un fou en attendant une hypothétique retraite. Donc, le contrat psychologique de travail qui existait, qui prédominait à l'époque de mes parents, en l'occurrence, travail dur, à la fin, tu auras une retraite, il ne marche plus dans ce paradigme-là. Et à côté, être utile, c'est quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, je ne peux pas passer 8 heures par jour à faire quelque chose qui ne sert à rien. Voilà, donc... Ça concerne tout le monde, en fait. C'est aussi, te dire, autant quelqu'un qui est cadre, qui est manager, qui est fonction support, quelqu'un qui est dans l'opérationnel, toutes les personnes se posent ces mêmes questions. Oui, alors c'est peut-être sur ces différentes définitions de la réussite que malgré tout, si tu classifies la population en fonction de niveau de diplôme, de typologie de métier, de bassin d'emploi, tu vas avoir des différences plus marquées et qui ne seront pas forcément générationnelles. Ça, j'insiste toujours là-dessus. Et effectivement, on ne va pas se mentir, la dimension être utile dans son travail, c'est plutôt quelque chose qu'on va retrouver chez les gens qui n'ont pas à se poser la question de comment remplir le frigo. Ouais, c'est ça. Parce que dans ton livre, tu reviens justement sur la pyramide de Maslow, justement mise dans le cadre professionnel et vraiment avec que des niveaux de base qu'il faut acquérir peut-être avant l'accomplissement. Enfin, là, je te laisserai expliquer parce que j'avoue que ça, je l'ai plus forcément en tête. Oui, parce que j'utilise la pyramide de Maslow pour modéliser quelque part ce qui se passe dans nos cerveaux quand on croit que le sujet est un sujet de bobo. Parce que cette pyramide, même si elle est controversée par un certain nombre de chercheurs aujourd'hui, c'est quand même un schéma qu'on est nombreux à avoir en tête. Donc dès qu'on pense sur son travail, on a l'impression que c'est l'eau de la pyramide. Mais en fait, non. Sur le bas de la pyramide de Maslow, je travaille pour mes besoins physiologiques, donc globalement manger. C'est un sens au travail. Je me lève tous les matins pour remplir mon frigo et celui de ma famille. C'est une manière de trouver et de construire du sens dans son travail. Donc voilà, alors que vision de la réussite, utilité, je trouve du sens parce que je peux contribuer à changer le monde. Ça, on va quand même surtout le trouver en haut de la pyramide. On va pas se mentir. Oui, complètement. Et c'est intéressant parce qu'avant, tu revenais pour introduire un tout petit peu le côté générationnel. Tu me lances la perche justement pour ça. Parce qu'il y a quelque chose qui revient beaucoup dans toutes les interventions que tu fais et puis qu'on ressent évidemment dans ton livre, c'est qu'on pourrait croire que vu que les carrières de papa ne font plus rêver, on pourrait se dire c'est un truc de jeunes, les jeunes ne veulent plus travailler, du coup, on ne peut plus rien faire avec eux. Et en fait, pas du tout, c'est ça Bah oui, déjà, quand on me pose la question... pourriez-vous me dire comment résoudre les problèmes générationnels? Je dis toujours à mes interlocuteurs, c'est très simple, très très simple. Arrêtez de parler de génération. Et déjà, en changeant ce paradigme de pensée, le système en systémie va bouger finalement. Je suis assez convaincue que voilà, le problème démarre de ce qu'on nomme et de comment on regarde le sujet. Non, c'est pas un truc de jeune, parce que tu vois bien que les deux visions de la réussite qui prennent de plus en plus de place que je t'ai décrites. Tout le monde connaît des gens de tout âge qui ont ces velléités-là, qui ont ces ambitions-là. Je sais pas, moi, aujourd'hui, il y a moins de différence entre mon rapport au travail et celui de mon père, à date, qu'il peut y en avoir avec quelqu'un qui a mon âge et qui est resté habité à Creil, là où j'ai grandi. Donc voilà. Le prisme générationnel est extrêmement limitant dans l'analyse. Oui, et puis que finalement, quand on est jeune, on a ces réflexions des anciens qui disent qu'on ne veut plus travailler, mais que quand nous, après, on grandit, on fait la même réflexion aux plus jeunes. Et ça, c'est un biais cognitif commun, c'est le biais de négativité, que je renomme souvent le biais de « c'était mieux avant ». Voilà, c'est humain, mais il faut être conscient que c'est un biais cognitif, donc ce n'est pas une réalité.
On prête souvent à Socrate des paroles très contemporaines en 400 avant Jésus-Christ. Les jeunes veulent plus travailler, etc., etc. Donc, ce discours, il est dangereux parce qu'il enferme en fait. Il enferme des dirigeants, des leaders, des managers dans des prismes qui les empêchent d'aller avec le monde d'aujourd'hui. Et après, peut-être pour quand même apporter un peu de nuance, bien sûr que quand on a 25 ans aujourd'hui, il y a des différences avec quelqu'un qui en a 25 de plus. À 25 ans, on a connu que le monde du travail post-Covid, avec ce que ça veut dire dans le paradigme de pensée. À 25 ans, aujourd'hui, on ne peut plus avoir les espoirs que nos parents avaient quand ils avaient 25 ans. Il y a cette analyse d'Antoine Fouché qui est absolument passionnante pour éclairer le sujet, qui met en lumière, en analysant l'augmentation du pouvoir d'achat, que dans les années 70, il fallait 15 ans pour doubler son niveau de vie par le travail. 15 ans. Aujourd'hui, 80 ans. Ah ouais. Donc, en fait, une carrière professionnelle ne suffit pas pour faire ce que nos parents ou nos grands-parents ont pu faire en 15 ans. Ah ouais. Mais du coup, ça me fait penser à un chiffre que tu donnes aussi, que je m'étais noté. Tu as écrit, du coup, en 2008, une large majorité des Français, c'est-à-dire 62%, affirmaient préférer travailler plus pour gagner plus, alors qu'en 2022, ils sont désormais 61%, donc ça a basculé, pour dire préférer gagner moins d'argent, mais avoir plus de temps libre. Oui, tout à fait. C'est une étude qui a fait beaucoup parler d'elle quand elle est sortie de la Fondation Jean Jaurès. J'aime bien aussi la regarder, malgré tout, avec un peu d'esprit critique, parce que déjà, ce type d'étude, c'est déclaratif. Et si tout le monde faisait ce qu'il disait, ça se saurait. Le monde serait bien différent. Donc, ça traduit surtout avant tout un état d'esprit, une certaine vision de monde, plus qu'une action concrète. Parce que quand on est dans le choix, choisir entre les deux options concrètement avec l'impact sur le compte en banque, bon, les gens y réfléchissent sans doute à deux fois. Et puis ensuite, c'est une étude où je suis convaincue, je n'ai pas le set de données derrière, mais que si tu l'as segmenté en fonction d'autres critères, tu en as des réalités différentes. Notamment sur des gens qui sont plutôt sur le bas de la pyramide de Maslow. Le sujet il est souvent pas là. Et parfois, on va préférer faire 39 heures que 35 heures pour avoir l'extra de salaire. On en a besoin. Oui, bien sûr. C'est vrai que les chiffres, c'est intéressant ce que tu dis. Il ne faut pas prendre comme une vérité absolue, mais bien voir tout le contexte qu'il y a derrière et de rappeler la réalité, quoi. Mais du coup, tu vois, quand on parle de tous ces comportements qui évoluent, comment en fait les entreprises elles peuvent s'adapter pour changer un peu tout ça? On est d'accord que si elles ne s'adaptent pas, en fait, c'est plus viable, non? Moi, j'aime à penser que le dernier opus de la révolution digitale qu'on vit là depuis des dizaines et des dizaines d'années sera foncièrement humain finalement. Tu vois, il y a des boîtes qui sont mortes parce qu'elles n'ont pas compris que la révolution digitale demandait de changer de produit. Kodak, exemple emblématique. Non, je ne crois pas à l'appareil photo digital. Bon, bah, ciao. Ensuite, il y a eu toutes les boîtes qui sont mortes parce qu'elles n'ont pas compris qu'il y avait un changement de business model qui était induit par la transformation digitale. Blockbuster, qui n'a pas pris le virage de Netflix, qui s'est attaché au fait de louer des DVD physiques. Et j'ai cette intuition que les boîtes qui vont mourir demain sont celles qui ne prennent pas sérieusement ce sujet à bras-le-corps et qui continuent de dire c'était mieux avant, qui continuent de dire de toute façon les gens ne veulent pas travailler et il faut les fouetter, les obliger, les attacher à leur bureau pour qu'ils viennent travailler. On voit ça avec les retours en arrière sur le télétravail et qui ne se saisissent pas du sujet de fond, qui est finalement faire confiance, avoir un leadership qui soit inspirant et non contrôlant, et tout un tas de fondamentaux comme ceux-là qui sont ceux qui font la différence. Justement, moi j'aime bien aussi revenir sur des définitions un petit peu, parce que tu vois, quand on parle d'engagement, des fois on peut se mélanger les termes, on peut parler d'implication, de satisfaction, de bien-être, QVT, enfin bref, un peu tous ces trucs-là. Toi, c'est quoi ta définition de l'engagement? Moi, je m'en réfère souvent à la définition utilisée par Gallup, qui est l'Institut américain de référence, qui nous sort les chiffres, qui nous déprime tous les ans sur les taux d'engagement des Français. Oui, ça ne change pas beaucoup d'une année à l'autre, mais ça déprime en tout cas, oui. Ouais. Mais ils ont aussi une manière d'exprimer l'engagement qui est très forte.
c'est alors, je vais pas être mot à mot, mais en gros, c'est des salariés qui sont psychologiquement impliqués dans leur travail et qui donc entraînent la performance et l'innovation. Derrière cette notion de psychologiquement impliqué, il y a, voilà, je me contente pas de faire ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Je réfléchis à ce qui a de la valeur pour ma boîte parce que j'ai envie d'apporter de la valeur à ma boîte et de faire le mieux possible en fonction de mes compétences et de mes talents pour apporter cette valeur. Donc l'inverse, c'est OK, tu m'as dit de faire ça. Moi, je suis sur le terrain et je sais très bien que c'est pas la meilleure façon de le faire. Mais je vais faire comme tu m'as dit. Voire l'extrême étant je vais pas le faire, je vais nuire à ça. Ouais. Mais je pense que c'est intéressant, c'est bien de le redéfinir parce qu'en effet, on oublie que l'engagement, derrière le mot engagement, il y a vraiment cette idée d'action et tu l'as très justement dit, ce truc de je vais un peu au-delà de ce qu'on attend de moi, de ma fiche de poste, mais parce qu'on me permet en fait aussi de m'engager en fait à des opportunités et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de revenir sur le taux d'engagement parce que par ma fenêtre, moi aussi, et là, étant été dans le monde de l'entreprise il n'y a pas encore si longtemps, tu vois, et on parlait beaucoup de taux d'engagement et tout. Et en fait, c'est vachement dur à quantifier, c'est même pas tant un taux d'engagement qu'on regarde quand il y a des chiffres qui sortent, non? tu as quand même des échelles de mesure de l'engagement qui ont été même validées scientifiquement, donc qui sont les bonnes bases. Ce qui est sûr, c'est que le INPS, il n'est pas suffisant pour avoir quelque chose de fiable. Donc INPS, qui est souvent avec la question dans quelle mesure recommanderais-tu l'entreprise à tes proches pour y travailler. Quelque part, je peux être satisfait de mon job et pas engagé. Je suis satisfait parce que la soupe est bonne. Le bureau est à côté, les collègues sont sympas, le baby-foot ou la cantine est bonne. Et pour autant, je ne donne pas le meilleur de moi-même dans le contenu et l'exercice du travail. Donc, il a ses limites, le NPS, pour mesurer l'engagement, même si, malgré tout, il y a une corrélation entre engagement et NPS. Donc après, tu as d'autres mesures qui vont jusqu'à celle qui est une échelle de 12 questions. Donc là, quand tu prends le sujet par tous les bouts, tu commences quand même à avoir un regard qui est intéressant. Mais surtout, ce qui compte, c'est la progression que tu as constatée d'année en année ou l'écart entre les équipes. Ça te donne quand même un indicateur à même question. Tu peux suivre des évolutions et voilà, c'est plus ça qu'il faut regarder. Après, attention, parce que parfois la réponse est biaisée en fonction de comment les RH et la direction réagissent. Si quand il y a une équipe où il y a des mauvais taux d'engagement, ça devient la terreur parce que ils sont pas contents, c'est les chiants, donc là, les gens arrêteront de s'exprimer, de dire la vérité dans des sondages et pour autant ça change rien au niveau d'engagement. Ouais, complètement. Et puis tu reviens aussi sur cette idée que on parle beaucoup du turnover, etc. Et en fait, toi, tu n'invites pas forcément à regarder que ce chiffre-là. En fait, tu dis que c'est biaisé, mais plutôt de se regarder à l'intérieur, finalement, à sa propre échelle, quoi. Oui, ce que je dis sur le taux de turnover, c'est que dans le monde dans lequel on est, où les gens changent beaucoup plus souvent de job, parfois par envie et parfois de manière subie. Tu vois, là, je ne citerai pas, mais je voyais une grosse entreprise qui se sépare de milliers de collaborateurs parce qu'ils estiment qu'ils n'auront pas les compétences à l'ère de l'IA. C'est pas un choix. Hein. Et des boîtes qui font ça, il n'y a pas que cet exemple avec les médias, il y en a d'autres. Donc, bref, on est dans un monde où les gens auront des parcours beaucoup plus fragmentés, on change de métier, on change d'entreprise, on change, comme toi, de modalité de travail, de salarié en indépendant, entrepreneur, on revient en salariat, voilà, les carrières sont longues. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, le taux de turnover, il est nécessairement moins bon qu'il y a 10 ans. Sauf si vous étiez très mauvais il y a 10 ans. Tu vois. Mais si on cherche à l'augmenter, on va virer tous les DRH successivement en se disant qu'ils n'ont pas atteint les objectifs. Il faut prendre en compte le contexte. Ouais, bien sûr. Voilà. L'engagement et permettre de se regarder soi vis-à-vis de soi-même est beaucoup plus intéressant pour amener un cercle vertueux de valeurs. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu vois, si on parle un peu des idées concrètes qui sont présentes dans le livre, est-ce qu'il y en a une, alors je sais que parmi 38, c'est peut-être difficile d'en choisir qu'une, mais est-ce que toi, il y en a une que tu aimerais nous partager, qui t'a marqué ou que tu retiens plus que d'autres? Alors moi, à titre personnel, dans mon expérience de chef d'entreprise de PME, du coup, celle qui m'a marquée, c'est celle de Samantha sur la prise de décision par consentement.
Donc Samantha, qui est une Canadienne, hein, je vous invite à regarder ses travaux, qui a créé Percolab notamment, qui est spécialiste de ces sujets-là. Parce que j'ai eu tout un chemin qui a été de l'idéalisme à la désillusion et qui m'a fait chercher cet effet de balancier entre j'implique à fond mes équipes dans la prise de décision ou finalement, j'ai vu les écueils de ça et donc maintenant je vais décider toute seule. Je caricature, mais voilà, j'ai aussi expérimenté ces différents extrêmes du curseur. Et elle m'a remis quelque chose au milieu que j'ai adoré. La prise de décision par consentement, c'est pas on discute pendant des heures pour se mettre tous d'accord, ce qui s'appelle le compromis. Il y a des cultures d'entreprise du compromis. En général, la prise de décision est extrêmement lente, voire elle n'arrive jamais. Et voire on prend du coup souvent des décisions molles. Donc, on reste mou au milieu. Et à l'inverse, tu as des cultures très autocratiques qui ne me semblent pas non plus favoriser l'engagement. On en a parlé quelque part entre les lignes. Et derrière lesquelles les dirigeants se cachent en disant c'est comme ça qu'on a de la vélocité, etc. Et pour autant, les études ont montré que si tu prends deux équipes et que dans une équipe, c'est toujours le chef qui prend la décision et dans l'autre, en fonction des sujets, la prise de décision est remise au meilleur expert, quelque part, l'équipe la plus performante, c'est la deuxième. Donc, que ce soit toujours le même qui prenne la décision, ça ne marche pas. Et Samantha, ce qu'elle me propose dans la prise de décision par consentement, c'est, je simplifie, mais c'est comme ça que je l'ai retenu, l'expert, la personne la plus appropriée, propose une décision, parce qu'elle a réfléchi le sujet plus que les autres, et elle demande au groupe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas vivre avec cette décision? Et la question est suffisamment extrême pour que les gens ne se disent pas juste « moi j'aurais fait différemment », je sais pas, et que ça crée un débat stérile. Ouais. Ça permet de mettre le débat, si on prend cette décision, ça va me poser tel problème dans mon quotidien professionnel. Et en fait, ce problème-là, je ne sais pas comment le résoudre. Donc ça me génère un stress, une difficulté énorme. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas résoudre le problème. Mais au moins, ça met le débat au bon endroit pour faire avancer ce sujet. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose que tu arrives à mettre en pratique? En tout cas, je ne te dirais pas à chaque fois et pas forcément toujours en utilisant cette phrase-là, mais ça a changé mon paradigme de manière de penser les décisions. Oui, ok. Non, mais je vois. Du coup, moi, j'avais aussi envie d'en citer une, mais alors, il y en avait plein et j'ai eu du mal à choisir. Je vais donner quelques exemples, mais tu as, par exemple, libéré les entretiens annuels. Quand on fait les entretiens annuels avec son manager sur une table, etc. Là, c'est pas forcément avec son manager, c'est pas forcément dans une salle de réunion. Il y a multiplier les oreilles pour prévenir de tous les sujets RPS, risques psychosociaux. Il y a fêter la défaite, le mentorat pour tous. Et on a encore une autre qui est libérer du temps pour nourrir le sens. Enfin bref, là, je vais donner quelques exemples parmi évidemment les 38 que je ne vais pas tous citer. Et moi, j'avais envie de revenir sur libérer du temps pour nourrir le sens. Donc, c'est en fait une action de 8 Smile. Donc, c'est une démarche qui s'appelle 10%. Et de ce que moi, je retiens là-dessus, c'est presque offrir. Je pense que c'est peut-être le bon terme, mais c'est offrir du temps. Donc, en fait, 10% du temps, même si c'est très bien expliqué au début, ils ont commencé quand même par 5%. Pour des actions qui ne sont pas forcément en lien avec la fiche de travail, mais qui sont plus en lien avec la singularité de la personne, ce qu'elle veut amener, et pour générer finalement de l'innovation, de l'intelligence collective. Et c'est écrit, c'est très bien écrit, c'est permettre aux équipes de dégager du temps sur leur mission principale sans mettre en péril les objectifs opérationnels. Et tout ça pour en fait créer des choses et donc vraiment passer à l'action. Comme on dit que passer à l'action, c'est donc une action derrière. Et là, en fait, il y a des choses qui se sont créées, comme par exemple la création de WeTrock, une ressourcerie interne qui permet aux collaborateurs d'échanger des objets de seconde main, etc., etc. Et je trouve que, ce que moi je retiens, alors peut-être pas parmi toutes les idées, mais principalement, il y a quand même quelque chose qui est un peu d'offrir du temps. Non, tu ne trouves pas? En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans un certain nombre d'idées du livre. Quelque part, une genèse de ça qu'on a pu tous entendre, c'est chez Google. Chez Google, ils avaient les 20%. Donc, un jour par semaine, le vendredi, je crois, initialement, où les collaborateurs pouvaient travailler sur d'autres projets. Bon, Google, c'est quand même pas les derniers en termes de performance et d'innovation. Donc, déjà, pour tous ceux qui diraient ça sert à rien, bon, si on avait tous on peut être ou pas d'accord avec la politique des GAFA, mais on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de la performance.
Ce que j'aime bien chez WeSmile, c'est que ça reste une PME, donc il faut être pragmatique sur des sujets comme ça. Et ils ont limité à 10% parce que c'est ce qui semblait OK dans l'expérimentation et dans la possibilité de maintenir l'opérationnel. Et ils ont dit ces 10% de temps, ils doivent être pour des projets qui ont un impact sur le collectif de travail. Chez Google, c'est un peu plus large. C'est un peu tout ce que tu veux. Oui, qui n'a rien à voir avec le travail, enfin l'émission de ton poste. De Google, exactement. Et puis même de Google, tu vois. Chez WeSmile, dans la philosophie, ils ont des valeurs très fortes sur le collectif qui se ressentent beaucoup quand tu vas dans la entreprise. Donc, c'est 10% de temps, OK, pour faire autre chose, mais qui doit apporter de la valeur à notre collectif. Donc, ça peut être soit des nouvelles offres business ou des choses, j'ai des compétences et je les mets au service de l'entreprise, soit j'ai envie de faire des choses qui vont créer du lien social, amener de la vie dans l'entreprise. Et on sait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de boîtes, c'est un gros défi. Et chez eux, ils y arrivent maintenant très bien, ce sujet-là. Donc voilà, et après aussi, c'est pas la foire d'empoigne, quoi. C'est quand même assez cadré. Et ça, on le retrouve dans beaucoup d'idées du livre aussi, que ce soit pour le télétravail à l'étranger, le pré-voyage qu'on peut voir dedans. Il y a un cadre assez précis avec souvent des comités de validation. Tu viens en disant, voilà, moi, je veux libérer 10% de mon temps pour faire ça. Et on t'invite aussi chez WeSmile à créer ton équipe interne pour porter le sujet. Donc voilà, je trouve que ça a plein de vertus. Ça permet de casser les silos, de faire travailler ensemble différemment les gens et le tout au service de l'entreprise. Parce que même quand on parle de lien social et de collectif, on parle d'engagement, donc on parle de résultats de l'entreprise. Bien sûr. Et j'imagine qu'ils vont plus voir des choses justement sur l'engagement, la performance, peut-être de leurs équipes. En tout cas, c'est une PME, donc la mesure de ces indicateurs, elle est un peu moins rigoureuse que ce qu'on peut faire dans des grosses boîtes, mais ils trouvent leur compte. Ouais, chez eux, ça se traduit plutôt par est-ce qu'il y a des sourires, quoi. Ouais, exactement. Au travail. D'où WeSmile. Voilà. Écoute, on va pas trop tarder. En plus, il me semble que tu as des engagements par la suite. Mais en tout cas, pour terminer ce Before Work, alors, qu'est-ce que tu dirais à des chefs d'entreprise qui justement se posent encore cette question de est-ce que c'est vraiment nécessaire en fait de miser sur l'engagement aujourd'hui? Est-ce que c'est pas une tendance parce que on parle de ça partout? Ne parlez pas d'engagement si vous voulez, mais il y a quand même à un moment donné, le travail ne se fait pas sans des gens qui ont envie de le faire et qui font en sorte de le faire du mieux possible. Aucune boîte ne tourne durablement avec des hauts niveaux de résultats sans que les gens aient envie d'être là. Donc voilà, c'est du bon sens en réalité, notamment quand on a envie d'apporter de la valeur durable. Voilà, parce qu'on a des business models qui arrivent encore plus ou moins à tourner en épuisant et en essorant les gens sur 2 ans. Le problème, c'est qu'ils deviennent de moins en moins attractifs, ces secteurs-là. Donc, on en reparle dans 10 ans. Très bien, merci beaucoup Anaïs. Donc je rappelle en tout cas que ton livre qui s'appelle 38 idées concrètes pour engager vos collaborateurs, le rapport au travail et vous qui est aux éditions Erol est donc disponible depuis la rentrée en librairie où les personnes peuvent l'acheter. Et moi je le conseille fortement et ça permet de vraiment avoir des idées concrètes, de s'inspirer et aussi de prendre les bonnes idées partout, un peu comme si c'était du copier c'est gagner. Voilà, des anciennes phrases qu'on entend un peu, qu'on entendait il y a quelques années là, dans les entreprises. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est montrer que tout ce qui se passe dans les entreprises ne reste pas caché. Surtout quand on parle d'engagement, quand on parle de sujets internes, c'est bien de mettre ça en avant et en valeur parce qu'il y a de quoi faire pour s'inspirer. Voilà. Tout à fait. Et je terminerai en disant que chaque contexte d'entreprise est singulier et que du coup, l'état d'esprit de ce livre, c'est aussi ça, c'est d'identifier en fonction de qui on est, ce qui est possible de son secteur, de sa taille, un petit pas, un truc à copier, à essayer, à tordre, à mettre dans son contexte pour se mettre en mouvement. Voilà. Ouais, exactement, parce que ce qui est intéressant dans tout, c'est qu'on peut justement picorer. En fait, voilà, le sommaire est très bien fait pour aller prendre les idées aussi qui nous semblent intéressantes et que voilà, comme tu dis, d'aller par petits pas, parce qu'on peut croire que c'est toute une montagne en fait à changer quand on parle d'engagement, mais ton livre invite bien à juste passer déjà à l'action et déjà à avancer. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Merci à toi Anaïs et puis bonne journée. Bonne journée, bonne suite. C'était les Afterwork de Lorena, le podcast qui t'accompagne en sortant du boulot. Merci pour ton écoute et on se retrouve au prochain épisode.
Et n'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour être averti de sa sortie. Salut! Let's ride.